Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est mardi 30 juin 2026 et notre cher ami Robert Barnes est avec nous. Bienvenue Robert. Ravi d'être là. Alors commençons par le nouveau protocole d'accord. On avait un ancien protocole entre l'Iran et les États-Unis et maintenant un nouveau entre Israël et le Liban. Quelle est selon vous la portée de ce nouvel accord qui va complètement à l'encontre de la première clause du protocole entre l'Iran et les États-Unis? Donc, c'est le lobby israélien qui utilise en quelque sorte un gouvernement marionnette. Ces dirigeants au Liban ne sont pas vraiment légitimes sur le plan public, ni validés par les électeurs. Et c'était plutôt malin de la part du lobby israélien d'essayer de saper et de torpiller le mémorandum d'entente mené par l'alliance avec les États-Unis et l'Iran. Le Liban a toujours été le talon d'Achille de tout accord potentiel ou durable. Alors, ils ont choisi une autre option. Plutôt que de continuer à bombarder Beyrouth, ils se sont dit, et si on amenait ces responsables libanais, assez peu représentatifs, à saboter eux-mêmes l'accord de paix entre les deux parties. C'est encore un effort pour réprimer les chiites au Liban. Et c'est justement ce qui a conduit à la création du Hezbollah à l'origine. S'il n'y avait pas eu de répression de la population chiite au Liban, le Hezbollah n'aurait jamais vu le jour. Le Hezbollah est la conséquence de mauvaises politiques menées par Israël et à certains moments par les États-Unis à l'égard du Liban. On appelait autrefois Beyrouth le Paris du Moyen-Orient. Et aujourd'hui, c'est devenu une sorte de cauchemar dystopique, le résultat d'un demi-siècle de mauvaises décisions politiques et diplomatiques, trop complaisantes envers Israël et trop guidées par la logique impériale américaine, au lieu d'être attentive et respectueuse des droits et des intérêts de la population chiite. Je ne pense pas que ça mènera au final à une reprise totale de la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Même si, à mon avis, certains membres du lobby pro-israélien aimeraient que ce soit le cas. Parce qu'il y a une pression indirecte sur l'Iran pour qu'il ne garde pas les détroits fermés, d'une manière qui pourrait nuire à la Chine, au Sud global ou à beaucoup de ses alliés. Et ça, en retour, pousse les États-Unis à éviter de replonger dans un conflit à grande échelle. Mais tout cela laisse penser qu'un accord de paix durable est moins probable et qu'on se dirige plutôt vers une impasse figée. Pensez-vous que, puisque nous avons un gouvernement au Liban, un parlement, et que le président du parlement a déclaré « Nous n'allons appliquer aucune de ces lignes, aucun de ces paragraphes du protocole d'accord », et qu'en même temps, le Hezbollah réagit en disant « C'est quoi ça ?» Comment tout cela va-t-il en gros se traduire? En résumé, ce que dit ce protocole d'accord entre Israël et le Liban, c'est d'abord qu'Israël va poursuivre l'occupation tant que le Hezbollah ne sera pas désarmé. Ensuite, que les États-Unis vont aider l'armée libanaise. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour l'armée? Est-ce qu'elle sera capable de se défendre si Israël décide de l'attaquer? Parce qu'un des principaux objectifs de ce protocole, c'est bien le désarmement du Hezbollah. Dans chaque ligne, on retrouve cette idée de désarmement. La reconstruction au Liban, il faut désarmer le Hezbollah. Le gouvernement libanais, avec Israël et les États-Unis, ils vont s'en prendre à tout groupe lié aux actes de résistance, dont le Hezbollah est en fait la base, le cœur même. On parle clairement du Hezbollah. Mais ça, ce n'est pas du tout réaliste si on veut sortir le Liban de cette impasse, si on veut mettre fin à la situation actuelle. Et je ne sais pas comment toi, tu perçois la manière dont Washington voit les choses, ou les gens là-bas. Tu as mentionné J.D. Vance. Qu'est-ce qu'il cherche à obtenir avec tout ça? Parce que là, c'est une recette pour le désastre, pour une nouvelle guerre. Ce n'est pas une proposition, pas du tout. Ah oui, absolument. Et Vance, ainsi que les gens qui sont alignés avec lui, le savent très bien.
Ils n'ont aucun intérêt à envoyer des troupes américaines au sol au Liban. Je veux dire, ils ont déjà essayé de faire ça à Gaza, essayé de piéger Trump pour qu'il envoie des soldats américains. Et au final, les partis les plus lucides et les plus raisonnables de l'administration ont dit « non, hors de question ». Alors maintenant, les envoyer au Liban. Quand Ronald Reagan a compris à quel point c'était un désastre, il a retiré nos troupes du Liban et a dit à Israël de se retirer aussi. C'est ça, la voie pragmatique. Ça l'a toujours été, surtout face à ce talon d'Achille de la guerre iranienne. Mais Donald Trump n'est pas un acteur rationnel. Le gouvernement iranien a compris quelque chose. Enfin, je veux dire, je pense qu'une partie de leur bluff sur le développement nucléaire, c'est que peut-être qu'ils ont quelque chose, mais ils ne veulent pas vraiment aller jusqu'à l'armement nucléaire. Mais ce que Larry Johnson a rapporté, ça avait du sens. Comment exploiter les peurs de Trump à cause de son absence actuelle de véritable capacité de décision? Un peu comme un enfant de 2 ans, avec des problèmes cognitifs, des problèmes de santé mentale. C'est ce que les Iraniens ont compris, apparemment avec les Russes, d'après Rick Sanchez, et selon les déclarations du ministre des Affaires étrangères Lavrov. L'idée, c'est simplement de déclencher différentes peurs. Le problème avec Trump, c'est que ses peurs changent selon les jours. Il ne réfléchit pas de façon rationnelle ni logique. Ce Trump-là n'existe plus. Il a disparu depuis au moins 6 mois, peut-être plus. Son déclin avait commencé bien avant, mais depuis, tout s'est accéléré. Le meilleur accord, la meilleure chose qu'il ait faite depuis le début de cette guerre, c'est d'avoir amélioré le mémorandum d'entente avec l'Iran. Ces chiffres dans les sondages, selon Richard Barris de People's Pundit Daily, le sondeur le plus précis du pays, ont récemment montré une hausse d'environ 10 points de son taux d'approbation. Et tout cela reposait entièrement sur ce mémorandum d'entente. Le problème, c'est que ça n'a fait que réduire un tout petit peu l'avance des démocrates à l'approche des élections de mi-mandat. Et puis, il y a eu plusieurs décisions de la Cour suprême ces derniers jours qui ont mis en colère différentes parties de sa base. L'une affirmant que le droit du sol est garanti par la Constitution. Une autre autorisant une grande entreprise étrangère à bénéficier d'une immunité spéciale, même quand ces produits provoquent de graves problèmes de santé, notamment des cancers. C'est un sujet très sensible pour la partie MAGA de son électorat. Il avait réussi à apaiser un peu l'hostilité de son électorat anti-guerre, cette partie-là de sa base, en nous sortant de ce conflit. Et maintenant, il revient complètement en arrière. Je veux dire, c'est comme s'il s'approchait du précipice et à chaque fois Vance le retient au dernier moment. En général, depuis 4 mois, il se retourne avec impatience. Il écoute les généraux fous de Fox. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté ces gens-là. Franchement, ils sont complètement cinglés. Ils disent, il suffit d'y retourner. Il suffit de se battre. C'est de la légitime défense. Israël est en mode légitime défense. Mais à quel moment la légitime défense devient-elle une action agressive? À quel moment la légitime défense consiste-t-elle à raser des communautés entières, y compris des communautés chrétiennes historiques, comme ils le font au Liban? À quel moment? Je veux dire, plus de 4000 personnes sont mortes. Plus de 4000. Je pense qu'il y a eu plus de civils tués au Liban que pendant tout le mois et demi de conflit en Iran, ou même par l'Iran pendant toute la guerre entre les États-Unis et l'Iran. C'est moins de victimes que ce qu'Israël a déjà infligé au Liban, dont la plupart, comme Trump lui-même l'a reconnu il y a 2 semaines, sont des innocents assis dans un immeuble qu'ils ont décidé de faire sauter. Et maintenant, ils lancent une nouvelle mission de sabotage. Gardons les États-Unis au Moyen-Orient pour toujours, empêchons toute paix avec l'Iran et remettons nos troupes sur le terrain pour un autre Beyrouth. Franchement, c'est de la stupidité à l'état pur.
Et malheureusement pour le vice-président Vance, sa capacité à tenir Trump en laisse est limitée. Maintenant, je ne pense pas que ça mènera forcément à une guerre totale avec l'Iran. Mais c'est encore un pas en arrière. Trump, à chaque fois qu'il fait un pas en avant, il en fait deux en arrière. Un pas en avant, deux pas en arrière. C'est déjà la décision la plus idiote de toute l'histoire de la politique étrangère américaine. Trump est une honte en tant que président. Il a commis plus d'erreurs dans cette guerre que n'importe quel autre président dans l'histoire des États-Unis. C'est ce que diront les spécialistes et les analystes de politique étrangère. Il est déjà une blague, une grosse blague. Et il veut aggraver ses erreurs, accumuler ses fautes. Donc malheureusement, il va falloir que d'autres continuent à prendre le relais. Par exemple, l'Iran parlait récemment de ratifier un accord qui exclurait complètement les États-Unis et considérerait Israël comme la grande menace. Ils vont devoir aller plus loin, accélérer sur cette voie. Ils vont devoir appuyer encore et encore sur les peurs enfantines de Trump pour le ramener à une position un peu plus raisonnable, plus sensée, plus intelligente. Mais voilà ce qui arrive quand on a un roi fou à la tête des États-Unis. Quelle est votre interprétation du voyage de Marco Rubio au Moyen-Orient, où il rencontre Bahreïn, le Koweït et les Émirats arabes unis? Quel est l'objectif? À chaque fois que je l'ai vu partir en Europe, c'était toujours pour tout saboter. Ce n'est pas la solution. Je ne comprends pas pourquoi on l'envoie pour ce genre de mission, alors qu'il sait très bien que la famille Adelson est derrière lui. C'est d'ailleurs pour ça qu'il fait partie de l'administration. Alors, quel est vraiment l'objectif de la présence de Marco Rubio dans la région? Rubio, c'est le type qui n'aime ni la responsabilité, ni le fait de rendre des comptes. Quand j'entends des conservateurs ou d'autres dans la presse politique dire que c'est un excellent secrétaire d'État, franchement, c'est le secrétaire d'État le plus incompétent qu'on ait jamais eu. Et ça veut dire quelque chose parce qu'on en a eu des sacrés spécimens. Mais comparez-le à William Jennings Bryan, qui a démissionné de son poste par principe pour protester contre la Première Guerre mondiale. Comparez-le à Henry Kissinger. J'étais souvent en désaccord avec Henry Kissinger. J'ai toujours dit que sa boussole morale était cassée dès la naissance, mais son intelligence, elle, ne l'a jamais quitté. Il n'était pas assez stupide pour se mêler de ce genre de conflit. C'est lui qui a contribué à la détente avec la Russie et qui, avec Nixon, a ouvert la voie vers la Chine. Tu as entendu Vance récemment faire l'éloge de Nixon en disant qu'il avait gravi les échelons très jeune, qu'il n'était en politique que depuis quelques années à un niveau vraiment important. Et s'il parle de Nixon, c'est parce qu'il reconnaît que Nixon, au final, même si, à mon avis, il a mis trop de temps, a fini par nous sortir de la guerre du Vietnam. Il savait pourtant que ce serait un désastre. Il savait qu'on verrait des scènes comme celle de Saigon, avec des gens accrochés aux hélicoptères. Mais il savait aussi qu'on ne pouvait pas gagner cette guerre et il n'allait pas continuer à s'y enliser. Il avait déjà essayé toutes les tactiques de dur à cuire et ça n'avait pas marché. Il avait tenté les mêmes méthodes que Trump pense efficaces et elles ne le sont pas. Et en même temps, il a obtenu les premiers accords de contrôle des armements significatifs de toute l'histoire de la guerre froide avec l'Union soviétique. En même temps, il a ouvert la voie à une normalisation des relations avec la Chine. En parallèle, il a mené toute une série de politiques étrangères destinées à réduire les risques. En réalité, ses efforts pour déhooveriser le FBI après la mort de Hoover, c'est ce qui a conduit à l'affaire Deep Throat. Et Deep Throat, ce n'était pas, vous savez, un lanceur d'alerte au grand cœur. Comme je l'avais évoqué avec Ben Bradley du Washington Post, quand j'étais étudiant à Yale, il y a bien des années, tout ce qu'il disait sur Deep Throat, pour que ça devienne public, que c'était Mark Felt, tout ça montrait clairement le profil d'un initié corrompu.
Et la vraie raison pour laquelle il gardait son identité secrète, c'est que c'était en réalité un coup d'État de l'État profond contre Nixon, pas une révélation héroïque sur Nixon. Mais on voit bien que Vance, lui, Kerry said is Malik Wassess de ce que Nixon a dit. Si on regarde l'histoire des présidents républicains sur plus d'un siècle, la dernière fois que j'ai vérifié, c'était environ 85% des années où les républicains étaient à la Maison-Blanche. Pendant ces périodes, on n'était pas en guerre, on n'en a pas déclenché, ou on en est sorti. Que ce soit les 3 présidences républicaines des années 20, Eisenhower, Nixon ou Reagan, tous ont mis fin à des conflits, pas l'inverse. Et Trump, lui, avait promis de revenir à cette tradition, mais il l'a complètement abandonnée. Quant à Rubio, c'est l'homme qu'il faut si vous voulez qu'un accord soit conclu. Regardez l'accord sur le Hamas, l'accord sur Gaza. Au moins, ça a permis pour le moment d'empêcher Israël de raser Gaza. Ça n'a été fait que quand ils ont retiré Rubio de l'équation. Dès que Rubio entre en scène, l'accord sur l'Ukraine explose. L'accord avec le Hamas n'arrêtait pas d'échouer. Et maintenant, c'est l'accord avec l'Iran qui va exploser. Et Trump, lui, tu vois, il pleure comme un petit enfant dès que Fox News le critique. Et ses généraux complètement cinglés lui mettent dans la tête des idées stupides en lui susurrant que, oh non, c'était une erreur de choisir Vance, qu'il faut aller avec Rubio. Franchement, c'est quoi, être le petit toutou de Bibi? Pour un type qui se vante d'être fort, dur, c'est quand même embarrassant de voir à quel point il s'est révélé être un mauvais président dans son second mandat. Mais tu as tout à fait raison. Vance le sait, Elbridge Colby le sait aussi. L'adjointe Colby le sait. Toute une série de personnes avisées et intelligentes au sein du bureau du directeur du renseignement national le savent aussi. Ratcliffe le sait, mais il s'en fiche, parce qu'il ne veut pas être tenu pour responsable. Il ne veut pas d'accord, et il ne veut surtout pas que le lobby pro-israélien se mette en colère contre lui. Et Rubio, lui, voit là une occasion de redonner de l'influence à son camp, pour pouvoir devenir le prochain président des États-Unis. Bien sûr, en suivant cette voie, il s'assure qu'il ne le sera jamais. Quant à Trump, il repart dans son mode d'implosion. C'est littéralement comme un enfant en bas âge qui n'arrive pas à s'empêcher de remettre le doigt dans la prise électrique, encore et encore, même après avoir été électrocuté plusieurs fois. Et là, tu vois, papa le tire en arrière, et lui, il retourne et recommence encore une fois. Et ça, encore une fois, c'est le principal obstacle pendant tout ce processus. Quand Trump écoute Vance, on se rapproche d'une sortie raisonnable, gérable de ce conflit. Mais quand il ignore Vance, c'est là qu'on s'enfonce, qu'on va plus loin et plus sombre dans le conflit. Et je veux dire, déjà, il essaie de faire porter la faute aux stations-service américaines pour la hausse du prix du pétrole. Non, ça c'est toi, Trump. C'est ta bêtise. C'est ton absurdité. Et personne n'y croira. Et donc, dès qu'il a une chance de s'en sortir, il nous y replonge tous. Vous devez baisser le prix, sinon je vais vous licencier, tous. Exactement. Pourquoi pas? Il pense qu'il peut simplement dicter le prix. Comme je l'ai dit, ce type vit dans un monde de fantasmes complètement délirant. Ce n'est pas un hasard s'il dit à son fils de construire une statue en or de 15 mètres de haut à son effigie dans sa bibliothèque, qui n'aura même pas de livres. Bon, peut-être que c'est ça, une vraie bibliothèque Trump, sans livres. Mais quand même, une statue dorée de 15 mètres. Il va en faire un hôtel, c'est sûr. Il va essayer d'en tirer de l'argent. Ce serait le premier président à vouloir gagner de l'argent avec sa propre bibliothèque. Voilà où en est son esprit. C'est juste incroyable. Et lui, il pense qu'il peut simplement y aller et dicter les choses. Franchement, on pourrait croire qu'après s'être fait brûler pendant 4 mois, il aurait compris qu'on ne peut pas dicter quoi que ce soit à l'Iran, qu'on ne peut pas intimider l'Iran,
ni la forcer à quoi que ce soit, alors que la moitié de leur résistance consiste justement à prouver qu'on ne peut pas faire ça. Revenir encore une fois à ce vieux puits empoisonné, ça ne se terminera pas mieux que la dernière fois. Mais pour moi, c'est une preuve de plus de ce dont j'ai déjà parlé, de ce dont Larry Johnson a parlé aussi, et que les Iraniens ont bien compris. Trump est un président imprévisible, incontrôlable, déséquilibré. Et ça rend les choses très compliquées pour des gens comme Vance, qui doivent essayer de s'en sortir, de négocier, de trouver leur chemin là-dedans. Je pense que l'Iran essaie simplement d'équilibrer ses propres intérêts. C'est ce que je pense. Je pense que le détroit sera toujours là. Ils continuent de dire qu'il va être rouvert dans 30 jours. Malgré tout ça, ils affirment encore que d'autres aspects peuvent être gérés parce que l'allègement des sanctions est toujours en place. Les fonds financiers continuent de circuler, comme on l'a évoqué, et Trump utilise simplement des intermédiaires au Qatar et aux Émirats arabes unis pour faire passer vers l'Iran, ce qui sont normalement nos avoirs iraniens gelés aux États-Unis. Alors quand je vois ça, je me dis, d'accord, il y a quand même des gens raisonnables dans l'administration, il ne retire pas sa signature de certains accords, il laisse juste Israël prendre les devants et saboter, tout en facilitant et en soutenant ça avec Rubio. Mais je pense que Rubio va finir par s'en rendre compte. Personne n'en a rien à faire du Koweït. Le Koweït, c'est presque une blague. C'est un tout petit pays. Les frontières ont été tracées par les Britanniques, franchement. Bahreïn, c'est juste une extension de l'Arabie Saoudite. Vous croyez vraiment qu'ils vont s'opposer aux Saoudiens alors qu'ils ont besoin d'eux pour empêcher une population majoritairement chiite d'avoir un gouvernement chiite? J'en doute fort. Et même les Émiratis qui étaient à fond, genre oui, allons-y, faisons cette guerre. Ce sont eux qui facilitent les transferts financiers, tout en disant « s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, l'Iran, ne nous bombardez pas la semaine prochaine ». Donc je ne pense pas qu'ils obtiendront ce qu'ils veulent. À mon avis, tout ça ne fait qu'ajouter de la pression sur la prime. Ce dont on parle depuis un mois maintenant, c'est que les Saoudiens doivent prendre leurs responsabilités. Les Turcs aussi, avec les Pakistanais, pour créer une sorte d'OTAN islamique au Moyen-Orient, afin qu'on puisse enfin s'en aller. Et ça, c'est une très bonne chose pour l'Amérique qu'on puisse s'en aller. Pas forcément pour Israël, mais pour l'Amérique, oui. Et même pour le monde. Je pense qu'ils vont devoir accélérer pour que Trump ressente la pression et fasse marche arrière. Sinon, voilà ce qui arrive quand on a quelqu'un qui a régressé aussi vite. Quelqu'un qui autrefois parlait du sang et du pétrole au Moyen-Orient, en disant que tout ce qu'on en retire de ces guerres, de tout ce sable, c'est du sang. Ce type-là est parti. Il passe son temps à regarder Fox News de façon obsessionnelle. Et ce que j'ai dit il y a des mois et des mois, ce qui a malheureusement valu quelques ennuis à Alex Jones, c'est qu'il faut enfermer Trump tout au fond de ce bunker. Qu'on le laisse croire qu'il est président pendant la Première Guerre mondiale, puis qu'il se prenne pour le président de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, qu'il s'imagine empereur de Rome. Qu'il fasse semblant de tout ce qui lui passe par la tête, aussi délirant que ce soit. Il faut le tenir éloigné de la vérité, l'empêcher de faire toute déclaration publique. Et c'est Vance qui doit, en pratique, diriger la Maison-Blanche. Tant que ce n'est pas le cas, on reste exposé, encore et encore, au risque d'amplifier la stupidité. Aux yeux d'Israël, Robert, ils voient toute la région, l'Asie de l'Ouest, divisée en deux camps. D'un côté, il y a l'Iran et l'axe de la résistance. De l'autre, il y a les frères musulmans, dont la base principale, en quelque sorte, c'est la Turquie. L'axe de la résistance, lui, repose sur l'Iran. Et Israël veut affronter ces deux camps en même temps. Mais le problème, c'est que selon moi, l'une des principales priorités d'Israël en ce moment, ce n'est pas le Liban.
La priorité, c'est la Syrie. C'est pour ça qu'il parle de la Syrie comme d'un dossier plus sérieux que celui de l'Iran. Et il faut y aller. Il faut faire quelque chose concernant le cas de la Turquie. Et je ne sais pas, à Washington, quand ils voient ce qui se passe avec les Israéliens, ils se disent que fondamentalement, ils veulent se battre contre tout le monde dans cette région. Il n'y a pas moyen d'en sortir. Vous savez, on veut combattre les frères musulmans. On veut combattre l'axe de la résistance. Au final, on finit par avoir une guerre. Il faut y aller et se battre. Et voici ce qu'a déclaré le ministre israélien des Affaires de la diaspora dans sa dernière interview. Les relations avec la Turquie, c'est un État ennemi. Et je pense aussi, et c'est quelque chose de vraiment très important, que nous avons ici quelques conseillers de haut niveau venus de l'administration amie des États-Unis et qui doivent repenser la manière dont ils abordent l'idéologie islamiste radicale d'Erdogan et de Jolani. Cette idéologie des frères musulmans, la Turquie, le Hamas, Jolani, le Qatar, c'est la plus grande menace, non seulement pour le Moyen-Orient, mais aussi pour l'Europe et pour l'Amérique. Mais pourquoi choisir l'ambassade? Pourquoi choisir le consulat? En quoi ça aiderait? Je crois qu'en ce moment, nous n'avons pas d'ambassade active à Ankara. Nos équipes, à cause des menaces, à cause des incitations à la violence, Tu vois bien ce qui se passe avec ce type. En gros, il veut, tu sais, aller vers la Turquie, le Qatar. Tu penses que Washington comprend vraiment la réalité de ce genre d'état d'esprit en Israël? Est-ce qu'il mesure vraiment l'ampleur du problème auquel ils font face? Vance a commencé à comprendre ça très vite. Elbridge Colby, son adjoint, le sous-secrétaire à la Défense et son propre adjoint l'ont compris aussi. Joe Kent l'avait compris avant de se retirer. Tulsi Gabbard l'avait compris avant d'être poussé dehors. Amaryllis Fox avait commencé à le comprendre avant d'être écarté. Donc, quand on regarde tout ça, on voit une prise de conscience grandissante dans ce que j'appellerais l'école réaliste. Et même dans la nouvelle génération de réalistes au sein de l'appareil du Parti démocrate. Parce que l'autre point clé, c'est que beaucoup de démocrates restent encore très liés à la position pro-israélienne. Du coup, quand ils ont eu l'occasion de se réjouir du fait que Trump se retire de ce conflit, certains, pour des raisons purement politiques, ont préféré rester critiques, juste par réflexe partisan. Mais d'autres, comme Schumer et d'autres encore, sont tellement liés à la cause israélienne, tellement dépendants de ce soutien, qu'ils en sont devenus complètement complices. Et c'est comme ça que notre système de partis s'est dégradé. Même si aujourd'hui, Israël a presque une majorité d'opinions négatives chez les républicains. Les indépendants avaient déjà une opinion très négative, les démocrates aussi. Et maintenant, les républicains approchent d'un solde d'approbation négatif, ce qui placerait Israël dans une situation politique qu'ils n'ont jamais connue. Et c'est là l'autre aspect de cette équation, ceux qui sont politiquement avisés. D'un côté, on a les réalistes géopolitiques, qui ont compris que Mearsheimer avait raison, comme souvent d'ailleurs. Il y a très peu de fois où cet homme s'est trompé dans ses prévisions. L'un de mes critères préférés pour savoir si quelqu'un est un analyste compétent et capable, c'est de voir s'il peut prévoir à court, moyen et parfois même à long terme ce qui va se passer. J'ai des amis conservateurs qui s'excusent aujourd'hui de m'avoir dit que Amy Coney Barrett serait une autre catastrophe à la Cour suprême. À l'époque, presque tout le commentaire juridique conservateur disait que j'avais perdu la tête. Maintenant, ils s'excusent. Parce qu'ils se rendent compte que certains d'entre nous, les critiques, avaient raison et qu'eux avaient tort. De plus en plus de gens, même parmi les observateurs politiques avertis, le reconnaissent aussi. Et du côté démocrate, on voit des figures comme Ro Khanna, qui ambitionne de devenir président,
lui qui autrefois était un fervent défenseur d'Israël. C'est aujourd'hui le principal critique d'Israël au sein du Parti démocrate à la Chambre, encore plus que, disons, Rashida Tlaib, est plus efficace qu'elle ne l'a jamais été, ou qu'Ilhan Omar. Et ça change les rapports de force. La question, c'est de savoir si ce changement arrive assez vite pour nous éviter de rester coincés dans ce conflit qui ne fait qu'escalader. Parce que, comme vous le soulignez, en quoi la Turquie est-elle un ennemi d'Israël? Les frères musulmans sont un ennemi d'Israël. Eh bien, ça veut dire qu'une grande partie du monde musulman est considérée comme une menace imminente pour Israël. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On les tue tous? C'est ce que j'ai toujours dit. Vous ne battrez pas l'Iran à moins, littéralement, de tuer tout le monde. Vous ne battrez pas les Turcs à moins de tuer tout le monde. Vous n'allez pas vaincre les Palestiniens à moins de tuer tout le monde. Vous n'allez pas non plus prendre le contrôle de toute la Syrie à moins de tuer tout le monde. C'était ça le point de Vance. Enfin, pardon, c'était le point de Trump, enfin non, de Vance, que Trump, de temps en temps, de façon un peu irrégulière, partageait cette idée. On peut d'ailleurs le voir confirmé dans les écrits de Maggie Haberman, qui confirment beaucoup de choses, dont Larry, moi, et d'autres avons parlé, à une époque où on était très critiqué par beaucoup de gens sur la question de savoir si Vance défendait vraiment une approche plus réaliste en matière de géopolitique. Maggie Haberman a confirmé dans ses enquêtes que ça lui a coûté cher et qu'il le savait, avec Trump. Et avec tout le lobby pro-israélien, il a quand même pris les positions qu'il défend depuis un an. Et ils ne lui pardonneront jamais d'avoir simplement essayé de conclure un accord avec l'Iran. Il le savait, mais ça ne l'a pas arrêté. Donc c'est une priorité politique encore plus importante pour l'avenir, mais aussi une question de réalisme géopolitique et d'économie pour qu'on puisse sortir de ce conflit. Mais l'autre problème, c'est que plus on se laisse entraîner dans ces petites représailles, ces échanges de missiles d'un côté et de l'autre, plus on donne à l'Iran le prétexte dont il a besoin pour convaincre la Chine et le reste du Sud global qui doivent continuer à utiliser le détroit comme levier pour leur propre sécurité et leur stabilité. Et au minimum, on ne devrait absolument pas faire ça. On ne devrait pas faciliter ni encourager ça. Si Trump n'a pas le courage ni la colonne vertébrale pour tenir tête au lobby israélien, qu'au moins il n'offre pas à l'Iran le prétexte pour faire plonger l'économie mondiale. Mais il ne peut pas s'en empêcher. Et c'est pour ça que ça restera toujours le facteur X. Je le dis à tout le monde depuis quelques mois. Si Trump disait qu'il y a 100% de chances qu'on ne revienne jamais à un conflit armé, ce serait une chose. Mais comme je ne pense pas qu'il le dise, il y a au moins 20% de chances qu'un tel conflit éclate. Mais tu as raison. La confrérie des frères musulmans ne représente pas un risque imminent pour Israël. C'est absurde. La population chiite non plus n'est pas une menace immédiate pour Israël. Ce n'est pas le Liban qui a attaqué Israël. C'est Israël qui est allé attaquer le Liban encore et encore, pendant plus de 40 ans. Alors, dire que ce projet du Grand Israël serait une illusion, un fantasme, non, il n'a aucune chance de réussir. Ils vont envahir l'Égypte, ils vont envahir... Enfin, ils sont tellement pleins d'arrogance. Ils auraient dû comprendre que la némésis de l'Iran, celle des Perses, aurait dû leur servir de leçon, calmer cette arrogance. Mais non, ils y retournent sans cesse, encore et encore. Et voilà ce qui arrive quand on a en Occident des dirigeants d'élite non seulement moralement corrompus, mais aussi, sans aucun doute possible, totalement incompétents. Imaginez un idiot, imaginez Kissinger, mais attardé. Eh bien voilà, c'est ça, l'Occident. Je pense que ce que J.D. Vance a dit à propos de Nixon est vraiment important. Beaucoup de gens n'aiment pas Richard Nixon, mais personnellement,
Je pense que c'est l'un des plus grands présidents de l'histoire récente des États-Unis. Il a aussi rappelé que Nixon avait été à l'époque plutôt critique envers Israël, si vous vous souvenez de cette période. Ce n'est pas un bon signe pour Israël, n'est-ce pas? That's not a good sign for Israel. Non, je veux dire, le lobby pro-israélien ne voulait pas de Vance comme vice-président. Il voulait Rubio. Et à ce moment-là, Trump était encore lucide et voulait se venger des tentatives de poursuites judiciaires, des destitutions, des inculpations et même des tentatives d'assassinat contre lui. Puis à un moment donné, Trump a changé de position. Mais il savait dès le départ que Vance est un acteur indépendant, qu'il n'allait pas leur être soumis, qu'il ne le contrôle pas. Ils n'ont pas sur lui les ficelles qu'ils ont sur d'autres. Et Vance n'avait aucun problème à être pro-israélien tant que le conflit restait limité, tant qu'il n'essayait pas de raser Gaza, tant qu'il ne cherchait pas à envahir tous les pays du monde. Mais aussi, pour beaucoup d'entre nous, j'ai longtemps été un défenseur d'Israël. Des gens comme moi se sont trompés. Et Israël s'est révélé lui-même à travers le projet du Grand Israël, en essayant de le pousser trop loin. Je veux dire, qui peut bien prendre plaisir à tuer des enfants? On dirait qu'ils en tuent un chaque jour. C'est à mes yeux la nation la plus incontrôlable du monde, la plus grande menace pour la paix et la prospérité mondiale. Et il faut vraiment être aveugle pour ne pas le voir. Ça m'est devenu parfaitement clair, comme ça l'est devenu pour notre ami commun, Vance et moi, notre ami Charlie Kirk, qui a longtemps été un fervent défenseur d'Israël. Jusqu'à ce qu'on réalise qu'ils n'ont aucun scrupule à s'entraîner au tir, que les enfants soient chrétiens, musulmans, palestiniens, syriens, libanais ou iraniens. On se demande encore qui a frappé cette école de filles. Au début, c'était quoi cette histoire? On n'a toujours pas eu de réponse satisfaisante. Si les rôles avaient été inversés, il y aurait eu une condamnation mondiale et tout le reste. Mais ici, on en parle beaucoup trop peu. Mais vous savez, le livre « Going to Tehran », mentionné par le professeur Mamdani, a été écrit par deux chercheurs américains qui avaient longtemps étudié Israël depuis l'intérieur du département d'État et aussi l'Iran depuis l'intérieur du département d'État. Ils reconnaissent, comme le docteur Parsi dans son excellent ouvrage « Treacherous Alliance », qu'Israël représente la grande menace déstabilisatrice pour le monde. Et Vance le reconnaît aussi. Trump, lui, n'est pas dans un état mental qui lui permette de reconnaître grand-chose. Il oscille sans cesse, et c'est pour ça que je dis que c'est un Trump très différent. Il change selon la peur qu'il guide à ce moment-là. Et cette peur, on le voit, lui sert ensuite à justifier après coup tout ce qu'il décide de faire sous son influence. Mais on voit bien qu'il n'y a aucune cohérence, aucune constance dans ses déclarations. Et lui, il peut se contredire du jour au lendemain, littéralement en un claquement de doigts. C'est pour ça que tout ça ne peut pas durer éternellement. Et le lobby pro-israélien, à mon avis, se berce d'illusions là-dessus. Il y a aujourd'hui plus de candidats critiques envers l'AIPAC qui se présentent au Congrès qu'à n'importe quel autre moment depuis la création de l'AIPAC dans les années 60. Et ils commencent à comprendre ce que Nixon disait à l'époque. C'était d'ailleurs assez ironique d'entendre Franklin Graham parler de la guerre en citant Esther, Ruth et tout ce genre de références bibliques. Je me souviens très bien de ce que son père disait, lui, à propos d'Israël. Disons simplement que ses opinions pouvaient facilement être confondues avec d'autres, très différentes. Son père, lui, n'était pas du tout dans la déférence envers Israël. Il n'avait pas cette idée de sionisme chrétien dans la tête. Et voilà que Franklin, aujourd'hui, essaye de séduire le lobby pro-israélien. Mais ce sont surtout les baby-boomers, et maintenant de plus en plus, seulement un petit pourcentage d'entre eux. Par exemple, les boomers, en ce moment, votent démocrate pour la Chambre et votent démocrate pour le Sénat. Alors, à quoi ça sert d'avoir des boomers qui soutiennent Israël s'ils votent
de toute façon démocrates du point de vue républicain. Donc si on les regroupe, la vraie question, c'est de savoir à quel point Vance peut réussir à faire passer ça. Je dirais que si Vance parvient à mener ce projet à terme, sans qu'Israël fasse tout capoter, sans que des politiciens véreux au Liban soient achetés pour tout faire échouer, sans qu'un autre acteur vienne tout faire exploser, eh bien, vu la situation à laquelle il fait face, les circonstances et le contexte, ce serait un sacré exploit. Un exploit digne de Nixon en termes d'efficacité s'il y arrive. Je pense que, d'après ce que je comprends de la partie iranienne, tant que les Américains tiennent leurs promesses, eux aussi tiendront les leurs. Ils ne vont pas changer d'attitude. Parce que les gens qui négocient, ceux qui discutent avec J.D. Vance et les représentants des États-Unis, sont vraiment honnêtes. Je les connais. J'ai suivi leur parcours depuis des années. Vous savez, certains ont participé à des élections présidentielles. Ces gens-là savent ce qu'ils font. Ce sont des experts. Ils comprennent parfaitement la situation. Tout dépend donc des États-Unis. C'est pour ça que la partie la plus délicate, c'est les États-Unis et le lobby israélien. Et c'est pour ça que beaucoup se demandent, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Est-ce qu'ils vont rester honnêtes? Est-ce qu'ils vont passer à l'étape suivante? C'est ça, le vrai problème en ce moment. Parce que la situation au Liban crée beaucoup de désordre dans l'ensemble des conditions du protocole d'accord. Oui, exactement. Enfin, pas seulement ça. Je veux dire, l'Iran a un argument légitime. Pour des raisons de dissuasion, il estime devoir développer l'arme nucléaire tant qu'Israël continue d'agir comme il le fait. Et ça, c'est un point de pression. Mais je pense que le levier le plus pragmatique sur Trump, c'est la formation d'une sorte d'OTAN islamique. Et en gros, je crois que Vance a besoin d'un soutien extérieur. Le lobby israélien, lui, dispose d'énormément d'appui extérieur sur les points de pression aux États-Unis. Il menace même d'expulser le docteur Parsi, simplement parce qu'il conseille de manière informelle des personnes proches du camp Vance à la Maison-Blanche sur la façon de gérer et de négocier dans ce conflit. Tous ces conseils ont été exceptionnels. C'est pour ça qu'ils sont aussi agités. Je veux dire, Bari Weiss, c'est Free Press, maintenant rédactrice en chef chez CBS et bientôt chez CNN. C'est complètement fou. Ils sont capables d'exercer des pressions et des contre-pressions. Et l'une des principales contre-pressions, même pour le complexe militaro-industriel de la défense, ou peut-être devrais-je dire surtout pour lui, c'est que beaucoup de ces gens-là, en réalité, ils ne se soucient pas d'Israël. Ce qui les intéresse, c'est que leurs produits militaires se vendent. C'est tout, non? Pour la plupart, ils ont des incitations perverses et complètement faussées. C'est le problème d'un système de sous-traitants de la défense privatisé qui n'a en fait qu'un seul client, le gouvernement américain. Il faut toujours trouver un prétexte pour le conflit. Mais la relation avec Israël et d'autres dynamiques à l'intérieur du complexe militaro-industriel alimentent cette machine. Et si les Saoudiens, les principaux acteurs, ils entraîneraient Bahreïn, le Koweït et les Émirats avec eux, et que le Qatar, qui est déjà impliqué, s'y joignait, et s'ils décidaient premièrement de mettre en place leur propre accord de sécurité pour éviter d'être frappés à l'avenir par l'Iran. L'Iran ferait partie de cet accord de sécurité. Et ensuite, qu'ils décidaient d'expulser les troupes américaines et d'arrêter d'acheter du matériel militaire aux États-Unis. Et enfin, il faut commencer à se désengager des États-Unis. Trump a beaucoup d'affaires familiales personnelles, et Witkoff comme Kushner aussi, qui dépendent directement des capitaux venant de ces pays du Golfe. Ces pays doivent maintenant passer à la vitesse supérieure. Je sais qu'ils n'ont pas l'habitude d'agir ainsi vis-à-vis des États-Unis, comme le fait Israël, mais ils doivent reproduire la stratégie d'Israël et utiliser tout le capital dont ils disposent. En gros, dire « nous ne serons plus des clients garantis du complexe militaro-industriel ».
Vos troupes ne seront plus présentes ici, donc vous ne pourrez plus projeter votre puissance comme avant. Vous ne contrôlerez plus. Je veux dire, le sultanat d'Oman se soumet déjà aux États-Unis. Ils le font directement, en disant oui, on va faire payer des frais de service pour l'utilisation du détroit. C'est leur réponse à Trump, qui disait peut-être qu'on allait bombarder Oman. Ce sont des gens qui ont une histoire très ancienne. Les grands pirates omanais étaient légendaires. Ils contrôlaient le détroit bien avant presque tout le monde. Ce sont des peuples fiers, avec des cultures fières. Pas comme les Koweïtiens et d'autres avec qui on a l'habitude de traiter, qui sont en quelque sorte des États sous influence, devenus incroyablement riches, avec une génération d'enfants gâtés et privilégiés, sans grand-chose à voir avec leurs ancêtres, bien plus nobles et courageux dans cette région. Les Saoudiens doivent donc utiliser ce levier. Le Qatar a déjà commencé à le faire. Franchement, imaginez qu'Israël considère le Qatar comme une menace, alors que c'est justement le Qatar qu'ils ont utilisé comme intermédiaire pour financer le Hamas. L'argent, en réalité, ne venait pas d'Iran. Il venait d'Israël pour maintenir le Hamas à flot financièrement et sur le plan opérationnel. Et ce qui sous-tend tout ça, ce n'est pas qu'un pays comme l'Iran arrive, comme nous, en créant une armée artificielle avec un soutien de façade, un peu comme certains responsables libanais non élus, par opposition à leur parlement, qui, lui, est plus démocratiquement élu. Ils doivent commencer à affirmer et à révéler ce risque que tout le monde à Washington, du côté de l'État profond, du complexe militaro-industriel, perçoit comme une menace pour ses intérêts. Ces gens-là sont alignés avec le lobby israélien, sans en dépendre totalement. Trump, lui, doit comprendre que c'est une menace économique directe pour tout son patrimoine familial. Une grande partie de sa fortune repose sur des investissements des États du Golfe dans les fonds spéculatifs de Kushner, dans ceux liés à son fils Don Jr., à Eric Trump, à Trump lui-même, et aussi à ceux liés à Witkoff. Ils doivent commencer à exercer plus d'influence pour donner à Vance davantage de liberté d'action, afin qu'il puisse obtenir ce statut renégocié, remettre Bibi et Israël dans leur cadre, conclure un accord, idéalement un accord permanent, avec l'Iran, et réorganiser les relations de manière à ce que notre présence militaire disparaisse de la région là où elle n'a fait que nous piéger. Des gens comme Elbridge Colby, le sous-secrétaire à la Défense, probablement le futur secrétaire à la Défense, parce que Exdorf, à mon avis, ne tiendra pas au-delà de janvier prochain. Il faut leur donner la liberté de mouvement et d'action pour qu'ils puissent remettre Trump sous contrôle. Oui, tu penses quoi, Robert? Comment tu vois les élections de mi-mandat et ce genre de sujet? Je veux dire, à quel point le Moyen-Orient et la situation là-bas comptent vraiment pour ces élections? Comment tu perçois cette influence? Pas seulement le Moyen-Orient d'ailleurs, mais aussi le conflit en Ukraine, qui, on le sait, est en train de s'intensifier. La Russie en ce moment réévalue, reconsidère une forme d'escalade. Il pourrait combattre, mais il fait frapper certaines cibles en Europe. Personne ne sait ce qui pourrait arriver ensuite, mais il s'y prépare. Et on voit aussi Poutine durcir son discours contre les États-Unis. Quand Trump est revenu, il s'est un peu éloigné de tout ça, du genre « les États-Unis ont provoqué ce conflit, les États-Unis l'ont déclenché, les États-Unis l'ont orchestré, c'est du sabotage américain ». Comme beaucoup d'empires avant eux ont essayé de le faire, affaiblir l'Empire ottoman, utiliser certaines régions d'Ukraine pour réduire l'influence russe. L'Empire polono-lituanien a essayé d'utiliser l'Ukraine pour affaiblir la Russie. L'Empire austro-hongrois aussi. L'Empire français l'a fait, et bien sûr les nazis l'ont fait. Donc la Russie est très sensible à ce genre de récit. Mais voilà que Poutine, publiquement, dit que tout ça, c'est la faute des États-Unis.
Il affirme que ce sont les États-Unis qui ont provoqué notre rupture. Pendant toute la deuxième présidence de Trump, Poutine n'a cessé de rejeter la faute uniquement sur l'Europe, en disant que c'était elle qui empêchait un accord de paix, que c'était elle le problème dans la guerre en Ukraine. Mais ce n'est plus le cas. Maintenant, il dit clairement que c'est les États-Unis qui ont causé tout ça, que ce sont eux qui ont provoqué la séparation avec l'Europe, parce que l'Europe serait devenue un simple toutou dépendant de Washington. Franchement, on aurait dit mon ami, tu sais, Alex Christoforou de The Duran, qui parlait. Peut-être que Poutine écoute certains de ses podcasts, mais c'est bien ce qu'il disait. Et en même temps, on voit des responsables de haut niveau dans tout l'appareil russe dire qu'il est temps d'intensifier directement les attaques contre des cibles européennes. Ils ont observé le succès de l'Iran, qui a utilisé les États du Golfe, les alliés des États-Unis et, dans une certaine mesure, ceux proches d'Israël, comme levier pour faire pression sur Washington dans le conflit. Et maintenant, beaucoup en Russie se demandent pourquoi ne pas faire la même chose avec l'Europe. Ce sont les mêmes types de relais américains qui servent à faire transiter et blanchir les fonds, l'aide militaire, le soutien en renseignement et souvent même du personnel vers l'Ukraine. Alors pourquoi ne pas les punir comme l'Iran a puni les Émirats, comme il a puni Bahreïn, comme il a puni les Saoudiens? Je crois qu'ils ont récemment rappelé à Bahreïn leur vulnérabilité en frappant la 5e flotte. Et cet endroit ne sera jamais rétabli, c'est ma prédiction. On a perdu cette position logistique clé et pour longtemps. Vous voyez ces gens qui racontent qu'on joue aux échecs en 5 dimensions, qu'on prend le contrôle de tous les détroits et du trafic maritime mondial. Franchement, on a moins de contrôle sur les détroits qu'on n'en a jamais eu depuis que les Britanniques se sont retirés en tant qu'empire. On a donc moins de maîtrise des routes maritimes qu'on utilisait pour contrôler le commerce international. C'est un peu comme la perte d'influence du dollar et du système financier américain à cause de toutes nos politiques de sanctions absurdes. Si on met tout ça bout à bout, eh bien ça a affaibli les États-Unis en tant que grande puissance. Personnellement, ça me va très bien, parce que je pense que pour être une véritable république constitutionnelle, on ne peut pas être un grand empire. Rome l'a prouvé de façon définitive. On ne peut franchir le Rubicon qu'une seule fois. Et nous devons nous retrouver nous-mêmes. À l'occasion de notre 250e anniversaire, notre quart de millénaire, il faut revenir à la République constitutionnelle d'origine. Et on voit que Vance va de plus en plus dans cette direction. Il devient non seulement plus lucide sur ce qu'est réellement Israël, mais aussi de plus en plus conscient de l'argument que certains d'entre nous défendent. On ne peut pas être à la fois un empire et une république. On ne peut pas chercher à s'étendre à l'étranger tout en essayant de se protéger à l'intérieur. Ces deux objectifs sont fondamentalement en contradiction. Il faut trouver un moyen de sortir, au moins à court terme. On doit le faire, sinon l'économie va droit dans le mur. À moyen terme aussi, il faut en sortir parce que les élections de mi-mandat vont être un désastre. Comme tu le dis, que va-t-il se passer lors des élections? Eh bien, il suffit de regarder ce qui s'est passé la semaine dernière à New York. Les démocrates de longue date, bien installés, et dans le cas de Daniel Goldman, soutenus par l'appareil d'État, ont perdu sur une seule question. La seule question qui distinguait vraiment tous ces candidats les uns des autres, c'était celle d'Israël. Sur la plupart des autres sujets, ils étaient d'accord. Certains étaient peut-être plus directs ou plus ouverts dans leur discours, mais presque tous les membres démocrates du Congrès soutiennent le Medicare pour tous. Presque tous défendent aussi beaucoup de ces positions jugées radicales ou controversées par la population plus conservatrice aux États-Unis. Ce n'est donc pas ça qui a différencié ces candidats, ni ces sortants qui ont perdu. Je veux dire,
Le petit-fils de Jack Kennedy s'est présenté comme pro-Israël, il avait 25 millions de dollars en banque, il a fini 3e. C'est un signe de la direction que prennent les choses. Vance l'a très bien compris. Trump ne comprend même pas où il se trouve au jour le jour. Alors, s'attendre à ce qu'il comprenne quoi que ce soit, c'est peine perdue. Il faut plutôt chercher à savoir quelle peur on peut déclencher chez lui pour qu'il fasse preuve d'un minimum de retenue et qu'il pousse Israël à en faire autant. Parce que ce sont les seules choses qui guident son comportement. Les gens qui pensent encore que ces décisions reposent sur une logique géopolitique, sur une vraie compréhension du contexte du conflit, ou sur le Trump qu'on a pu suivre pendant des années, eux, ils se trompent. Il faut comprendre ce qui déclenche ces peurs pour nous en sortir, pas ce qui pourrait les déclencher et nous y enfermer davantage. Donc, atténuer les peurs pour nous faire entrer, puis les amplifier pour nous faire sortir. Ça peut être la voie à suivre. Et pour ça, il nous faudra des preuves, du soutien, disons une forme de coopération avec les États du Golfe, les Pakistanais et les Turcs. Parce que voilà la réalité. Si tous ces États s'unissent vraiment, si le Pakistan dit qu'il utilisera son arsenal nucléaire dans ce cadre pour défendre les Turcs et les Saoudiens, un peu comme une structure de type article 5, et que l'Iran en fait partie, alors franchement, cette guerre se termine, parce qu'il n'y a plus grand-chose d'autre à faire. Israël peut dire ce qu'il veut, mais les Turcs, eux, peuvent commencer à se montrer plus offensifs. Erdogan peut avoir sa vision d'une grande Turquie, un peu comme l'ancien empire ottoman qui était basé à Istanbul. Dans une certaine mesure, cette orientation pourrait, espérons-le, contenir Israël. Et si on pouvait simplement faire battre Bibi Netanyahou, peut-être que même si d'autres candidats sont tout aussi mauvais que lui sur le plan des politiques, le voir perdre pour ces raisons pourrait aussi imposer une forme de dissuasion à Israël. Tôt ou tard, ils atteindront une limite à ce qu'ils peuvent faire. Mais nous devons utiliser notre influence et notre pouvoir pour éviter un conflit plus large et aider Israël à se défendre sans devenir une puissance impériale expansionniste. Merci beaucoup, Robert, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un vrai plaisir. Ah oui, Oui, content d'être là et j'espère qu'on aura de meilleures nouvelles bientôt. Oui. à bientôt, Robert. Prends-le toi. Au revoir.